Et ben voilà, on vient de la décharger. Je suis arrivé un peu tard pour vous faire des images de l'opération en cours, mais c'est fait. Mais revenons quelques mois en arrière. Cette voiture est dorénavant adjugée. Alors le prix est pas public comme vous le voyez, mais moi je le connais et il est plutôt bon. Donc voilà, je suis propriétaire de cette SL R129 dans une belle version 500 avec un hardtop et dans ce rouge pétant. Bon, il est forcément pas parfait, il y a sûrement des choses à reprendre, mais bon, pour le prix, ça nous fait un projet sympathique, non? Puisqu'on en est à présenter l'objet du daily, on va s'attarder une minute sur ce modèle. La R129, c'est la 4e génération de SL, qui sont les initiales de Sport Leicht, soit sport léger. Dénomination devenue abusive, sans doute dès la 2e génération, et carrément comique à la 3e, qui s'apparente plus à une barge sans toit qu'à une sportive légère. Au fil des années, la SL c'est devenu l'un des porte-étendards pour la marque en matière de raffinement et surtout de communication. Elles sont très présentes dans les séries télé contemporaines. La R129 qui nous intéresse aujourd'hui a été produite à partir de 89 pour laisser place à la R230 en 2002. Une carrière de plus de 10 ans, ça fait sourire quand on connaît le rythme de renouvellement actuel. Disponible avec un archaïque 600 lignes simple Bracam sur certains marchés, on trouve aussi 2 générations de V8 et plusieurs versions de V12. V12 qui a chapeauté la gamme par un monumental SL 73 AMG. On est vraiment proche du moteur d'une certaine Zonda. Porte-drapeau oblige, elle a servi de modèle d'expérimentation pour des innovations qui ont souvent été déployées sur la classe S par la suite. Bon, évidemment, la capote électrique n'en fait pas partie, mais vu le temps consacré dans leur spot à fermer et ouvrir le toit, on se doute qu'ils en étaient fiers. Un système 100% automatique qui sert même à lever le hardtop pour faciliter sa dépose. D'ailleurs, contrairement aux autres cabriolets à toile souple, la SL était vendue avec cet accessoire. La voiture était dessinée avec. La capote n'est donc qu'un équipement à vocation temporaire. Et il vaut mieux. Une SL capotée, c'est vraiment très moche. Dans les années 90, une SL c'était une voiture hors de prix. Pas loin de 200 000 € actuels pour une version 500. Ça calme. Mais ça l'a pas empêché de très bien se vendre. Plus de 200 000 exemplaires, c'est assez incroyable pour un véhicule de niche. Sans surprise, son principal marché, c'était les USA. Un vrai challenge commercial et marketing compte tenu du battage médiatique autour des cabriolets qui ont été à 2 doigts d'être purement et simplement interdits outre-Atlantique. D'où la présence de l'arceau déployable montré à toutes les sauces dans les spots publicitaires. Sans parler des séquences crash test, la méthode marketing Volvo a fini par faire des émules. Zwischen sportlichem Roadster und der eingeschränkten Sicherheit eines offenen Fahrzeugs Bodengruppe entspricht die Karosseriesteifigkeit dem Standard der Mercedes. Die Tür lass dich gut öffnen. Ah, pauvre José. C'était pas une bonne journée pour lui. Et voilà l'émulé légèrement maquillé pour les essais hautes et basses températures. Bref, dans le lot des motorisations disponibles, celle qui nous intéresse c'est le premier V8 DSL et aussi le plus raffiné, le M119. Tout alu, 4 soupapes par cylindre et même un système de calage variable à l'admission il semblerait. C'est plutôt bon signe quand on n'est pas au courant que le moteur en dispose. Ça veut dire qu'il fonctionne bien, et si on n'en a jamais entendu parler, c'est qu'en plus, il est fiable. Évidemment, c'est pas sous ce capot que vous le connaissez le mieux, mais plutôt sous celui de la 500e W124. Ouais, c'est sympa, dans le documentaire, ils ont pensé à inclure Helmut de la Conta. Die Legende lebt. Der neue Mercedes SL. Beispiellos die Realisierung von sportlicher Leistung, Sicherheit und Komfort auf gleich hohem und bisher nicht erreichtem Niveau. Spoiler alert, l'intérieur de la nôtre, il est pas dans cet état. Mais on va y travailler. Anspruchsvolles Ambiente in Spitzendesign und gediegener Qualität. Allez, je peux pas m'empêcher de vous laisser ce petit extrait en bonus. Moralité, quand on peut se payer une SL à 1 million de francs, la police elle vous escorte apparemment, elle est pas là pour vous enlever des points. Bref, passons, puisque l'été dernier, les vidéos sur le Japon ont rencontré un succès somme toute limité, je suis obligé de vous présenter de nouveau Flavien, sans qui cette aventure n'aurait pas pu avoir lieu. Il a pour point commun avec moi d'être aussi complètement dérangé. Et là c'est la 3e là, non? Ouais, c'est que la 3e là ça va. Est-ce que tu penses toujours que acheter une Maserati c'est une bonne idée? Bah si elle est pas en conduite à droite, ouais. Donc après avoir remporté pour moi l'enchère japonaise sur cette SL, il l'a réceptionnée, j'ai eu droit à un petit tour virtuel. Voyons voir si elle roule. Est-ce qu'elle se déplace d'elle-même? C'est parti mon kiki. Bon, elle freine quand même, hein, c'est déjà ça.
Et là apparaît tel un présage. Petite onde à bite. C'est à peu près la même chose qu'une aisselle, mais japonais. Parce qu'il y a des racines en fait qui attaquent le côté de la route et du coup ça rend assez inconfortable une conduite dessus. La team fonctionne. Et ouais. J'ai même eu droit à de jolies images en vue de la vidéo que vous avez sous les yeux grâce à Gildas, lui aussi au Japon. Ah, franchement, si vous avez un moment, jetez un coup d'œil aux épisodes sur ce voyage. Je pense sincèrement qu'il n'a pas rencontré le succès qu'il méritait. Justement, voilà un petit extrait. Je me suis pas contenté d'acheter cette SL au Japon. J'y suis allé en personne pour une sombre histoire de 205 GTI. Et donc j'ai pu l'essayer, elle et l'autre cabriolet miniature que j'ai acquis peu de temps après. Mais ça, c'est une autre histoire. Le pare-choc, ils l'ont repeint il n'y a pas si longtemps. Là, c'est pas les mêmes dimensions ni la même... Là, on a quand même des accessoires typiquement japonais. On essaiera de faire vite fait un petit tour quand on pourra. Ouais. La voiture de mes rêves. Putain. Si je pouvais m'acheter ça en plus d'un corbillard, je serais un homme comblé jusqu'à la fin de ma vie. Mais tu sais qu'on va pouvoir s'arranger. Ça marche ou pas comme voiture? Les pneus sont d'époque, hein, je précise. Et c'est là que commence vraiment le projet. Quelques semaines après mon retour en France, il est temps pour la SL de partir vers le port pour son transport jusqu'au Havre. Sauf que... elle démarre plus. Et comme elle voyage pas en conteneur, il faut qu'elle démarre. Donc là commence un diagnostic du genre frustrant, à distance avec en bonus un sacré décalage horaire. C'est donc à coup de visio et d'envoi de vidéos et de messages vocaux qu'on essaye d'avancer là-dessus. Et on patine pas mal. Donc lui suggère d'effectuer quelques contrôles de base, mais mes mains sur place, c'est celle de Flavien. Alors je laisse faire et il trouve bien quelques petits soucis. L'ingénierie allemande, bah bravo quoi. Je ne pensais pas que ça serait... Un module MAS en panne intempestive notamment, et puis après l'avoir remplacé, eh ben au moins les pompes à essence et l'allumage fonctionnent de manière plus prévisible. Donc, c'est le truc qui est protégé. Bah, elle est pas morte, hein. Jules, toujours présent pour vous marcher sur la tronche lorsque vous rampez sous une voiture. Tiens, un petit plan sur les couilles du chat. C'est bon, les deux pompes fonctionnent. Ok, bon, donc juste pour te montrer, j'ai ressorti le MAS. Je crois que c'est le MAS, oui, voilà, c'est ça. Les pompes fonctionnent. Bon. Mais elle démarre pas mieux pour autant. Bon, alors je te fais une vidéo, ça va être un peu mieux. Il y a bien de l'essence. Par contre, il faut... Alors, si j'appuie juste un peu, genre comme en démarrage, quoi. Juste un démarrage, en fait, il y a 3 fois rien, quoi. T'as vu, là, c'est vraiment... Quand elle démarre, en fait, elle fait que ça, quoi. Juste un peu... Elle descend juste un peu comme ça, quoi. Et là, regarde, là, c'est minable. Reste qu'on a de l'essence et de l'allumage, mais que même en utilisant un gaz inflammable, on n'arrive pas à obtenir mieux qu'un tout d'asthmatique en fin de parcours. Flavien suit ses pistes d'injecteur 4 jets et finit même par remplacer les vitres. Voilà donc 4 injecteurs qui sont sortis. Juste un petit exemple. Donc on met ça là-dedans. Et ils sont bloqués. Donc on va les passer à la machine à ultrasons. Je vous laisse juste imaginer la frustration à me retrouver loin de la voiture après qu'elle soit tombée en panne. Et il s'écoule quand même des semaines à chercher, à tenter des trucs et à pas comprendre ce qui peut provoquer une panne aussi nette. Ok. Bon, un petit coup de nettoyage rapide. Alors maintenant, on va voir ce que ça donne. Et ben voilà. C'est quand même mieux. Le dernier que j'ai tiré, il faisait pas les mêmes petits bruits, le pit, qu'ils font tous normalement. Donc celui-ci pourrait justifier le fait que quand on roulait avec Eddy, sur la fin elle tournait sur cette patte.
Juste pour comparer, donc là on en a un Bosch 9 et là on a l'origine un peu mort, donc ça, le 9, pas beaucoup de pression, hein, juste un petit peu, voilà, et l'autre. Mais toujours l'ascenseur émotionnel ou... Bah non, toujours pas, toujours rien. Bon, aucun changement. Et là, je suis bien obligé de lui demander s'il a bien contrôlé le premier truc dont je lui avais parlé après qu'elle ait plus démarré, à savoir commencer au niveau distributeur et doigt d'allumage. Ok, bon, on est reparti un peu pour l'instant de vérité. J'ai tout nettoyé. Tout est censé être plutôt sec. Tout est rebranché. On essaye. Pour la 253e fois. Batterie à plat? Non. Allez, bon là, elle devrait démarrer instantanément. On est d'accord, hein? On est d'accord. Eh bah ouais. Et bah je sais pas quoi dire. Là je suis content. Très content. Maintenant, elle va pouvoir dégager. Allez. Et voilà, elle dégage. Et ça va faire du bien de la voir partir quand même. On va dire que je regrette rien. Donc, la voir enfin dégagée. Et voilà, un super contre-jour en plus. J'espère que tu es content. Oh, waouh, il l'a redémarré direct. Normalement, la batterie était morte. Vas-y, mollo quand même. Donc voilà, les derniers mètres à Shiga. Aïe, arigatou gozaimasu. La voilà qui dégage. Saloperie. Casse-toi. Ne reviens pas. Et la voilà partie avec pour destination l'autre côté de la planète. Je suis alors la progression avec assiduité, et anecdote que j'ai trouvé sympa, c'était le premier trajet commercial pour le OEG Borealis, et donc j'ai les images de son passage au sud de l'archipel. À l'intérieur se trouve donc une SL rouge défraîchie qui attend sagement son tour. Si vous avez déjà expérimenté ce genre d'achat, vous savez que l'attente est longue, mais ça renforce l'excitation de la voir enfin arriver. Et là déjà, bravo pour votre patience, parce qu'en fait on revient au début de la vidéo. Et c'est là que commence son aventure chez moi. Donc je vais remonter la voiture, elle tourne comme une merde là. Puis soi-disant que la vitre conducteur ne remonte plus, alors que il n'y avait pas de souci avec ça précédemment. Elle tourne comme une américaine. Et c'est pas un compliment pour l'instant. Je sais pas ce qui s'est passé pendant le trajet, mais elle a souffert quoi. Enfin, les ceintures, les garnitures et tout ça, c'est tout parti en sucette. Enfin, la vitre conducteur, elle bouge plus. Il y a même quelqu'un qui a réussi à casser la commande de déverrouillage du frein de stationnement. Qu'est-ce qu'ils ont foutu? On n'a pas loin à aller. Ouais, sinon pour le reste, c'est comme avant. Hein. Elle est très chouette à rouler. Ça fait quand même bizarre de se dire que j'ai été essayer la voiture au Japon et maintenant elle est là. Elle est quoi ralenti, elle tourne comme une patate.
Voilà. Ce sera notre trajet du jour et il va falloir attendre un bon moment avant de pouvoir faire plus que ça. Ouais, ben... on va s'amuser. Il y a un peu de travail. Mais bon, la classe. On va pas pouvoir laisser ça comme ça. Et découvrir ce qui a bien pu se passer. On va commencer par voir si on a de l'alimentation au niveau de la commande. Et de l'autre côté, pas un bruit. Ah si, j'entends un relais, je crois, à l'arrière. Démonter le panneau de porte et voir ce qui se passe au niveau de l'arrivée à l'alimentation du moteur de lève-vitre. Assez rare avec les achats japonais, on a la documentation d'origine de la voiture avec, si on peut appeler ça comme ça, l'historique d'entretien. Kit tournevis. Ok. Marrant. Ça tient bien. Et oui, parce que toutes les fixations qui tiennent les clips sont décollées du panneau de porte. Voilà, ça commence presque à ressembler à de l'électricité domestique. Le lève-vitre, il est branché à ce bornier. Au moins, ça va pas être difficile de voir si on arrive à le faire fonctionner avec une batterie, alimentation extérieure. C'est bien un problème de relais, en fait, j'aurais dû vérifier ça en premier. Dans tous les cas, on n'aura pas démonté ça pour rien, parce qu'il y a beaucoup de choses qui clochent par ici. Mais le principal, c'est que la vitre est en haut. Donc le relais là-dedans claque. Il va falloir vérifier les continuités, ça va être super fun. Et puis j'ai fini par trouver, en fait c'était l'alimentation de puissance du lave-vitre qui était interrompue parce que c'est des fusibles navettes à la con et manifestement il y avait un mauvais contact. Et donc commençons les choses dans l'ordre puisque j'ai démonté le panneau de porte et qu'il y a des choses à faire. Allez, on va réparer tout ce qui est cassé dessus, à commencer par le carton qui est arraché à certains endroits. Pour le rigidifier, j'ai pris à peu près le même matériau dont il est composé, à savoir du carton, et je l'ai collé à la colle contact. Après ça, ça devrait plus bouger. Et puisqu'on a la colle sous la main, on peut aussi remettre en place la fixation des clips. Le couvercle charnière du rangement de la garniture est un peu défoncé de partout, mais on devrait réussir à en faire quelque chose de bien. Ici, l'arme de choix, c'est la colle bicomposant. Bien utilisée, ça permet d'obtenir des réparations au moins aussi solides que le système d'origine. Après avoir recollé tous les pions de fixation cassés, on peut remettre tout ça en place et voir si ça fonctionne.
Sauf que les petits ressorts qui permettent à la porte de tenir toute seule ouverte, bah ils tiennent plus en place. Donc il a fallu trouver une solution radicale. Les graphes n'ont pas tenu, je l'ai noyé dans la colle à ce niveau. Parce que je peux pas plaquer aussi bien le couvercle qu'avant, étant donné que j'ai rajouté de l'épaisseur en collant les pions qui reçoivent les vis. Et avec cette méthode, plus de problème. Mais avant de tout remonter en place, on va s'assurer que le système pneumatique qui permet de verrouiller ce rangement fonctionne bien lui. Voilà un bon truc de réparer, mais je peux pas remonter la garniture de porte parce que j'ai pas le haut-parleur de remplacement pour l'instant. C'est pas grave, c'est pas les trucs pétés qui manquent à l'intérieur de cette voiture. Je démonte par exemple la coudoir centrale, dont la commande de coulissage fonctionne plus, et pas mal d'autres pièces plastiques qui vont avoir besoin d'une bonne séance de réparation également. Alors ça peut en surprendre certains de voir un intérieur Mercedes de cette époque aussi défoncé, et pour cause, la SL est un poil fragile à ce niveau, et surtout, le Japon ça pardonne pas. Je vous ai pas parlé du kilométrage de la voiture en fait, mais ouais, seulement 58 000. Et des signes évidents qu'elle a été laissée à l'abandon pendant des années en extérieur. Le vernis complètement HS déjà, et puis l'intérieur qui a beaucoup souffert des chaleurs intenses inhérentes au Japon. Concrètement, tout a cuit ou fondu à l'intérieur, et en plus de ça, il y avait une petite fuite au niveau de la fenêtre passager, ce qui explique pourquoi le cuir à cet endroit s'est complètement décomposé. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Pourquoi il y a des pellicules photo? Ouais, ça c'était pour moi la grande trouvaille dans cette voiture. Et un grand mystère, 2 bobines de pellicule photo prêtes à être développées. Je vous en dis pas plus pour l'instant, je mettrai quelques extraits à la fin de la vidéo que vous voyez ce que ça donne. La clé... de quoi? Je dois être l'un des premiers mecs qui regarde la vidéo promotionnelle en se disant « Ah oui, effectivement, c'est fait comme ça, j'ai vérifié. » J'en ai pas parlé parce qu'on a eu déjà beaucoup de soucis à régler avant ça, mais concrètement, Flavien avait remarqué qu'il y avait une grosse consommation électrique avec cette voiture et il retrouvait toujours la batterie à plat. Et j'ai trouvé ce qu'il en était. En fait, il y a un problème avec la commande du siège conducteur passager et ça venait de la commande électrique, donc je l'ai remplacé par une autre qu'on a achetée au Japon et plus de problème. Et encore une fois, ouais, donc rien n'a bougé, c'est toujours comme dans la vidéo Mercedes. Oh, c'est trop mignon. Je ne sais pas ce que c'est. C'est une petite cape pour un enfant suivi chez un dentiste, voilà. J'ai regardé. En tout cas, je sais partiellement expliquer pourquoi la voiture coûtait aussi cher à l'achat à l'époque, c'est que c'est un sacré gros foutoir. Je saurais déjà pas vous dire de combien de pièces se compose un siège de cette voiture, mais c'est complètement dément. Après, je me suis attaqué à la console centrale. Je peux vous assurer que ça, c'est pas la joie à enlever. Mais on y est. Tellement ajusté. Le poste radio Technics que vous voyez ici, c'est d'origine sur les Mercedes vendus au Japon à l'époque, mais c'est totalement spécifique et relativement introuvable, sinon à des prix complètement déments. Malheureusement pour moi, il fonctionne pas pour l'instant. La console centrale au bois, elle aussi, est malheureusement pas mal abîmée, on verra ce qu'on peut faire pour elle un peu plus tard. J'en arrive au stade un peu inquiétant de l'habitacle à moitié démonté que j'ai envie de qualifier de bordel organisé, mais qui est en réalité un bordel tout court. Donc pour arranger les choses, j'ai continué à démonter des trucs. Je viens de démonter l'ampli et le chargeur CD. Et j'ai eu la bonne surprise de trouver des CD dans le chargeur. C'est du gravé et il y a écrit tout en japonais dessus, donc je ne... voilà. Tupac. Super Eurobeat. Mika Nakashima, Best Fiction, Exil Catchy Best, Super Eurobeat des années 90, DJ Special Hits Collection, et de nouveau Tupac, premier disque, c'est assez incroyable. C'est bien, avec tout ça, on fait tout doucement connaissance avec le précédent propriétaire.
Puisque j'en suis à faire place nette, je vais déposer le système audio et navigation qui constitue un sacré gros bordel à l'intérieur de la voiture. Il a fallu pas mal démonter pour pouvoir vraiment retirer ça proprement, mais à la fin, il y a un gros paquet de fils qui m'attendait. Je sais pas combien ça devait coûter à l'époque, mais sûrement un gros paquet. Dommage, il manque l'écran tactile et ce qui va avec, mais voilà à quoi ça devait ressembler à l'époque. D'ailleurs, l'écran d'acquisition était fixé sur une embase collée sur le tableau de bord. Je vais tenter de l'enlever sans tout arracher. Ensuite, pour satisfaire mon besoin insatiable d'ajouter du foutoir au bordel, je décide également de démonter le rangement central dont les volets coulissants sont bloqués et partiellement cassés. Ça devrait être sauvable en inversant les deux sections en étant un peu créatif pour remplacer la partie manquante. Mais ça, ce sera pour plus tard. On a des sièges à remettre en état et notamment des pignons de réglage d'appui-tête à remplacer. Il a fallu d'ailleurs bien roder les moteurs pour qu'ils puissent parcourir de nouveau toutes leurs courses. On peut faire la même chose maintenant côté conducteur. De chaque côté, c'était le plus gros pignon qui était fissuré et qui était plus entraîné. Un circlip à enlever et pas mal de force pour installer le neuf à la place. Et tout fonctionne de nouveau. Ah, ça a été nettement plus compliqué pour ce côté. Ouais, c'est que là, le moteur à force de pas bouger, il était totalement figé en place et ça grippait assez fort. Encore un truc dorénavant conforme à la documentation d'époque. Pour la suite, on s'embarque pour une grosse séance de collage et de fixation pour tous les éléments qui étaient cassés que je vais peut-être réussir à sauver, comme le rangement central, réparé avec un petit morceau de touillette à peinture, et surtout un gros travail de consolidation pour certains éléments des sièges qui étaient très abîmés. Je prends ensuite quelques minutes pour réparer l'accoudoir coulissant en remplaçant la commande de verrouillage qui était cassée. Donc voilà la pièce fautive et celle de remplacement qui est en impression 3D manifestement. Évidemment, ça n'a pas été aussi simple puisqu'il a fallu également recréer les parties d'appui qui étaient cassées avec de nouveau de la colle bicomposant. Mais ça a plutôt bien fonctionné. On va éviter que les pièces s'accumulent plus que ça et remonter la pièce immédiatement dans la voiture. Je répare et remonte également l'entourage de l'enrouleur de ceinture qui était en 1000 morceaux à la réception. J'en ai profité pour renforcer un peu l'ensemble et rajouter des points de fixation parce que d'origine c'était un peu limite. Évidemment, on va pas remonter les sièges avec du cuir complètement déglingué. Je me suis fourni des éléments flambant neufs. J'ai fait 4 éléments pour remplacer les assises et dossiers des deux sièges. Mais ceux que j'ai achetés sont pas chauffants. Et j'ai pas envie de perdre cette option. Donc j'ai défait la housse de mon siège d'origine. Vaut mieux commencer par celui-là puisqu'il est dans un état pas très bon. Deuxième chose à faire, vérifier que voilà, il y a continuité dans les nappes parce que s'il n'y en a pas, ça veut dire que ça ne marchera pas. Et donc autant pas se faire chier, là ça a l'air d'aller. Donc je vais démanteler les éléments qui a été refait par un conseiller, il semblerait, mais bon. J'espère que je vais réussir à le remonter aussi bien. C'est un peu con donc, parce que j'aurais pu acheter les housses seules, mais j'ai voulu économiser du temps en prenant les assises et dossiers complets. Sauf que maintenant, je suis obligé de les déshabiller totalement pour cette histoire de nappe chauffante. Je me retrouve donc à faire le double de travail qu'aurait été d'installer les housses neuves, qui en plus étaient forcément moins chères. Donc, on voit bien ici comment le siège qui a été refait a été refait. Le mien, il a un petit défaut à cet endroit, moins avancé que celui-là. Mais je vais faire pareil. Je vais prendre un bout de ciel de toit que j'ai pas utilisé, qui a, je pense, la bonne épaisseur. Je répare donc mes éléments qui vont recevoir les housses neuves, et puis je vais m'apercevoir encore d'un truc par la suite. Bon, après, le remontage pour le coup est relativement facile, pas de souci particulier, c'est relativement bien fait, sous condition que vous ayez sous la main ce genre de pince qui a été bien pratique.
Ah oui, et pour maximiser mes chances de réaliser des faux raccords, j'ai décidé de changer mon implémentation capillaire. Voilà, donc un élément prêt à être monté, et puis là, donc, je m'aperçois que les éléments que j'ai achetés, c'est pas qu'ils n'ont pas de nappe chauffante, c'est qu'en fait, quelqu'un a coupé les câbles de connexion. Mais ils sont bien là, légèrement cachés dans l'armature. Donc j'ai été malin cette fois. Pour gagner du temps, j'ai pas interchangé la housse complète, mais j'ai juste ressoudé le bout de câble qu'il y avait sur mes sièges à moi. Nous voilà rendus le lendemain. Je vais enfin pouvoir réassembler les sièges et dans la foulée commencer à remonter le reste de l'habitacle qui va enfin ressembler à quelque chose. Ça va être beau tout ça. Et là, ça a pas loupé, je me suis penché pour visser la fixation de l'assise et mon œil a été attiré par un bordel électrique. Je pouvais pas rester là sans rien faire. J'en ai aussi profité pour remplacer la manette de déverrouillage du frein à main, cassée durant le transport, pour rappel. Ce fameux bordel électrique, c'est dû à un petit gadget de maintien de charge solaire qui a été connecté jusqu'à sous le boîtier à fusible. Je vais donc y faire un tour pour démonter ça proprement. Ah, ça doit être un genre de toc chez moi, mais là je me sens nettement mieux voyant qu'on a retrouvé un aspect net et d'origine sous le tableau de bord. Un bordel de... Ouais, en fait c'est à ce moment-là précisément que j'ai pu enlever l'ensemble du système audio parce que de l'autre côté il y avait aussi des choses qui étaient connectées, là où je suis intervenu justement. Allez, une nouvelle journée commence, pour le siège côté opposé maintenant, et on va en finir avec ça. On aura toujours une peinture explosée, mais on pourra se consoler en se vautrant dans les sièges en cuir. Les sièges c'est fait, mais on n'a toujours pas de garniture de porte-conducteur à cause des enceintes HS. On va aussi barrer ça de notre to-do list. J'ai choisi quelque chose qui concorde niveau époque. 4 ohms 20 watts. Made in Japan. TS 1070, je les ai trouvés pour 30 €. Dans la boîte jamais ouverte, on dirait. On voit, selon les illustrations ici, qu'on se situe bien à une autre époque vu le style de la voiture. C'est des enceintes des années 80, je pense. Il y a même les grilles d'époque avec le faisceau fourni, etc. Et bon, il s'est avéré qu'en fait c'est surtout un problème d'année pour ces membranes en mousse, donc j'en ai acheté un certain nombre, que je montrerai un de ces quatre, mais en attendant j'ai choisi la solution de facilité et j'ai acheté encore d'autres enceintes, mais avec des membranes en plastique. De 20 watts de 92 et un de 21 watts de 2025. Je vais remonter à la porte avec ces haut-parleurs. Bon, je pense que ça va être de la merde, mais en attendant, au moins, j'aurais remonté quelque chose de fonctionnel. Je sais pas, je suis pas audiophile pour un sou, mais je pense quand même que ça, c'est
plus sérieux que cette merde. De ce côté aussi, je remplace la platine de commande des sièges sur cette pièce-là, le plaquage est en bon état. On va maintenant passer à un autre élément qui prend pas mal de place visuellement dans l'habitacle, la console centrale en bois. Elle a bien vécu. On va voir ce qu'on arrive à faire pour elle. J'ai vraiment pas trouvé beaucoup d'informations sur le sujet et en lire certains c'est juste pas possible en fait de retrouver le traitement d'origine. Mais je m'y suis quand même essayé et pour le décapage par exemple j'ai trouvé la solution qui fonctionne bien du décapeur thermique. C'est vrai que je suis moi-même surpris de voir à quel point ça marche bien de faire comme ça. Du vernis, voilà ça marche bien comme ça aussi. Voilà, j'ai pu enlever tout le vernis, mais malheureusement la couche de plaquage présente quelques défauts. Il va falloir être inventif. J'ai donc acheté un tube de pâte à bois en espérant que la teinte se rapproche de la mienne. À ce niveau, je me suis un peu planté, mais je verrai ce que je pourrais faire pour corriger ça. Avec le recul, j'aurais simplement dû retourner en acheter un autre plus foncé. Enfin voilà, cette couche-là est posée, il va falloir attendre que ça sèche pour ensuite la poncer et vérifier l'état de surface. Et justement, après ponçage, je tente de reproduire le veinage du bois avec ses aspérités. Et je dois dire que ça a plutôt bien fonctionné. C'est juste dommage pour la teinte totalement à l'ouest. Mais bon, ça m'inquiétait pas plus que ça, je m'étais dit que par la suite, avec l'aérographe et un mélange de teintes, ça va m'en réaliser, je pourrais m'en sortir. C'est pas si mal, non? Après, toujours avec l'aérographe, je prépare une teinte plus claire pour noyer les zones réparées avec des variations de teinte et de forme qui ressemblent à celles de l'essence de ce plaquage. Pour m'aider, j'imprime un motif d'une essence similaire dont je découpe les formes pour m'en servir comme pochoir. Ça aussi, ça a bien marché. C'est là où ça peut vraiment partir en cacahuète. Je vais essayer de passer le brou de noix. Ça devrait foncer toute la pièce dans le but de se rapprocher de cet élément-là. On pourrait croire que c'est teinté, que c'est un vernis teinté, mais c'est pas le cas en fait parce que sur certains endroits où on n'a pas la couche qui était en contact avec le plaquage, c'est transparent complètement. Donc en fait, il y a juste une couche de teinte qui est partie avec le vernis et on va essayer de remettre un petit peu. Évidemment, maintenant ce qui nous manque c'est le vernis, et là je vais réaliser la plus grosse erreur de l'opération en essayant d'utiliser du vernis automobile. Pour l'instant, je m'attendais pas à ça. Par la suite, en superposant les couches, j'ai fini par obtenir un aspect correct, mais qui nécessiterait forcément un gros polylustrage. Enfin, la plus grosse erreur se situe pas vraiment au niveau du produit, mais dans le fait que j'ai dû passer 6 ou 7 couches pour retrouver une épaisseur similaire à celle d'origine. On peut pas faire ça avec du vernis de carrosserie. Et ça, je vais finir par m'en apercevoir quand au bout d'une semaine, c'est toujours pas sec.
Donc après une semaine de plus, reponçage d'une bonne partie du vernis et on change de méthode. Out le vernis carrosserie, on va tenter la résine époxy. Je fais donc un essai avec une pièce qui a perdu son plaquage. On s'en fout, ça reste du bois. Ah oui, parfait. Et là, on voit qu'on tient une bonne piste. La magie de cette méthode, c'est qu'après avoir versé le produit sur la pièce, on peut la tendre et éliminer les bulles d'air avec une petite flamme. C'est assez génial à faire. Donc, si vous voulez refaire des pièces similaires dans une voiture, c'est tout à fait possible avec ce produit. Bon point, puisqu'on verse le produit et au lieu de le pulvériser, il y a très peu de pertes et donc une toute petite consommation. Dans mon cas, malheureusement, vous verrez que le résultat sera un peu décevant à cause de tout ce que j'ai fait avant. Je vous ai dit que le vernis de carrosserie séchait pour ainsi dire pas, et bah au bout de plus d'un mois, il était toujours pas sec au moment de verser la résine. Ce qui a provoqué une réaction de surface. Par la suite, j'ai donc fait un léger polylustré pour gommer l'essentiel des défauts, mais le mal était fait malheureusement. Elle sera donc pas parfaite, mais mieux qu'elle était au départ. Je pense que je pourrais faire avec. Sous les yeux, vous pouvez observer l'autre erreur que j'ai commise au moment de traiter la seconde partie de la pièce. Vu sa forme, je pouvais pas verser le produit en une fois. Et dommage, j'ai pas assez attendu avant de la pencher et le produit versé en premier a un peu coulé. Fini le tendu parfait. Ça a fait une légère vague à la base de la pièce. C'est con, elle était pour ainsi dire parfaite avant ça. Là, si vous regardez bien, au passage de la flamme, vous verrez des bulles disparaître, comme je l'ai dit un peu plus tôt. C'est donc un semi-échec, mais grâce auquel j'aurais appris beaucoup. Sachez simplement que la pièce en question vaut une petite fortune d'occasion, donc ça valait vraiment la peine d'essayer de sauver celle-ci. À l'étape du remontage, je remarque que la commande de climatisation n'est pas rétro-éclairée au niveau de l'écran LCD, mais une ampoule neuve plus tard et c'est un détail supplémentaire de régler. Autre détail à corriger, il me faut malheureusement démonter le rétroviseur géant typiquement japonais. Même siège réglé au plus bas, il me bouche une bonne partie de la vue. Curieusement, ça a l'air d'être de assez bonne qualité ce machin. On peut maintenant s'offrir le petit plaisir de comparer l'intérieur à l'achat de la voiture et son état actuel. Alors voilà, défoncé par le soleil japonais, et maintenant c'est quand même nettement plus présentable. Je vais trouver un petit poste cassette qui fait pas trop tâche dans le tableau de bord, mais ouais, non, rien à faire, il faudra que je trouve une solution pour celui d'origine. C'était dense quand même, hein. Mais j'avais pas mal à dire. Pour cet épisode 1, j'avais envie de présenter cette voiture correctement parce qu'elle le mérite, c'est quand même une histoire pas commune. Pour une version pas commune non plus d'ailleurs, donc l'un dans l'autre c'est plutôt cohérent. On a fait quasiment que de s'occuper de l'intérieur, mais c'est comme ça que j'aime faire les choses. Je commence par le chantier le plus important sur la voiture et puis ensuite on s'attaque aux détails pour faire en sorte qu'elle soit à mon niveau d'exigence. Ouais, il nous reste encore pas mal de boulot. D'ailleurs l'intérieur en fait j'ai fait le plus gros, il reste quand même quelques détails à arranger, mais je pense que ça fera des petites choses à corriger en même temps que la phase de carrosserie. Mais l'épisode prochain, je pense que ça sera plutôt la partie mécanique qui va nous occuper. D'ailleurs en même temps que le travail de l'intérieur, j'ai aussi fait des petites choses sur la partie mécanique, mais je voulais vraiment séparer les différents aspects en plusieurs épisodes. Donc je vous le réserve pour plus tard. D'où certains anachronismes qui devraient sauter aux yeux plus tard, mais je pense pas que ce soit plus gênant que ça. Donc je vous donne rendez-vous pour bientôt, j'espère, avec celle-ci. Allez, ciao!